Ce que vous allez lire pourrait être une fiction, ou pas. En tout cas, chaque élément technique est exact. Ce genre d'histoire ne figure pas dans les archives officielles, mais vous pouvez en chercher les traces dans les profondeurs oubliées du web, à condition de savoir où regarder. À la fin des années 1990, les services de renseignement de plusieurs grandes puissances sont confrontés à un paradoxe inédit. Internet devient une mine d'informations, mais aussi un moyen de recruter anonymement. Un projet ultra secret émerge, Portail Fantôme. L'idée est d'exploiter les débuts du web pour créer un site banal, type forum d'informatique ou messagerie BBS, accessible depuis des cybercafés ou universités. Le site change régulièrement de nom de domaine, mais la structure reste la même, aucun logo, aucune page d'accueil, juste un champ de login. Une fois connecté avec les bons identifiants souvent glanés à travers des messages codés dans les jeux vidéo, les manuels de cryptographie en ligne, ou même dans les sous-titres piratés, le visiteur accédait à une interface minimaliste. Un bouton « Je veux aider », un champ « Votre message », un lien chiffré avec la clé publique. Le simple fait d'envoyer un message pouvait suffire. La promesse ? Une connexion à un réseau clandestin d'échange d'informations, où n'importe quel geek désabusé, idéaliste ou vengeur pouvait balancer des infos. Plan d'entreprise, structure de surveillance, faille réseau, nom, adresse IP interne. Au début, ça marche. Trop bien même. Des dizaines d'étudiants, de techniciens, de sous-traitants dans des entreprises sensibles laissent filtrer des fragments d'informations confidentielles. L'Occident jubile. Mais en 2001, une opération de contre-espionnage chinoise détecte une signature récurrente dans des paquets de données sortant depuis plusieurs cybercafés de Pékin et Canton. Les Chinois remontent le flux. Ils découvrent que les messages étaient tous encryptés, avec la même structure de clé PGP, une vieille version modifiée, un détail que seul un œil expert peut remarquer. Ils n'ont pas accès au contenu, mais le canal de communication est grillé. Alors commence une traque impitoyable. Les traîtres, même ceux qui n'ont fait que parler, sont capturés. Mais pas toujours tués. La Chine choisit la stratégie de l'humiliation, de la surveillance continue, ou pire, l'exploitation. Pas de prison, une laisse numérique invisible. Sauf une. Elle. 2002. Province de Shandong. Une jeune femme de 19 ans, brillante en informatique, a intercepté un message sur le portail. Elle a compris trop tard. Sa famille est arrêtée. Un soir, alors qu'elle revient de l'université, un convoi militaire est stationné devant chez elle. 2 tirs. Elle recule, 3 autres. Elle n'a pas vu les corps, mais elle sait. Elle court. Elle sait comment effacer ses traces numériques. Elle réécrit sa carte d'identité, modifie ses diplômes. Elle disparaît. Direction. L'Europe. À la fac d'Orsay, elle est connue sous le nom de Mei Linzhu, étudiante en informatique. Discrète. Toujours un pas en arrière, mais les meilleurs résultats de la promo. Son code est propre, trop propre. Des projets de cryptographie qui feraient rougir les chercheurs du CNRS. Personne ne sait qu'elle dort peu, qu'elle démonte et remonte son ordinateur chaque soir, qu'elle évite les connexions Internet longues, qu'elle capte les ondes Wi-Fi de ses voisins pour brouiller ses propres émissions. Un agent de la DGSE, infiltré comme professeur, remarque son comportement. Il ne sait pas si elle est une menace ou une piste. Ce que devient Mélin après 2006 reste flou. Des rumeurs évoquent qu'elle aurait aidé à développer un protocole de chiffrement utilisé par les dissidents iraniens. D'autres prétendent qu'elle a été extradée en Suisse sous un faux nom pour travailler dans une division sécurité privée, liée à un géant du cloud. Mais certains affirment qu'elle n'a jamais quitté la France, qu'elle enseigne aujourd'hui dans une école obscure d'ingénieurs, protégée par ceux qui savent ce qu'elle a sacrifié.